est toujours dans notre série Conscient, Inconscient et je suis super heureuse de te retrouver. Bienvenue dans cet épisode qui est une rediffusion de mon webinaire sur l'auto-sabotage et comment la méthode Psyché est un outil juste extraordinaire pour soulager et même mettre fin à ce phénomène. Dans cet épisode, qu'est-ce que tu vas apprendre ? Tu vas apprendre la différence entre l'esprit conscient et inconscient, les rôles de l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau, le lien entre les traumas et les croyances, l'auto-sabotage. En parlant d'auto-sabotage, quel est le rôle du subconscient dans nos choix de vie ? Le concept des bénéfices secondaires, qui a été un concept très éclairant pour moi, personnellement. Une question que je vais te partager et qui a tout changé pour moi. Et voilà, la méthode Psyché, qu'est-ce que c'est exactement ? Comment elle se pratique ? Voilà ce qui est au programme. Je te souhaite une belle écoute ou réécoute, parce que ce webinaire, il s'écoute, il se réécoute. C'est parce que tu vas apprendre absolument plein de choses. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cette introduction, on va l'appeler comme ça, une introduction à la méthode Psyché que j'ai appelée à la racine de l'auto-sabotage, parce que c'est vraiment une méthode qui va aider énormément quand on s'auto-sabote, quand on sait qu'il y a des choses qui sont bien pour nous et qu'on les fait pas, quand on se sent bloqué à certains moments de vie. Je vais revenir sur toutes les instances où la méthode Psyché elle peut être précieuse et utile pour nous. Moi, je me suis formée en Psyché, j'ai déjà oublié quand maintenant, ça devait être 2022, something like that, quelque chose comme ça. Et j'utilise cette méthode super, super souvent. Je vais pas dire quotidiennement, ce serait mentir, mais au moins toutes les semaines, voilà, je fais un point sur qu'est-ce qui bloque, où j'en suis, et je fais les équilibrations nécessaires. Je vais vous expliquer ce que c'est une équilibration, parce que même ça, c'est peut-être du vocabulaire un peu nouveau, c'est du jargon Psyché, mais c'est très simple. Ok, donc ce qu'on va voir ensemble pendant les 50 prochaines minutes, le lien entre le trauma et les croyances, l'auto-sabotage, donc quel rôle le subconscient joue dans nos vies. Je vais parler des bénéfices secondaires aussi, c'est super intéressant ce concept des bénéfices secondaires, et je parlerai de la méthode Psyché, qui est une méthode, on verra, je parlerai des 4 étapes du processus. Je vais vous partager cette question que vous rencontrerez souvent si vous faites la formation après et qui m'a vraiment changé la vie. Et puis, on aura la chance d'avoir le témoignage de Patricia. J'en partagerai aussi d'autres plus petites histoires, mais on aura le grand témoignage de Patricia. Je suis super contente. Merci d'avance, Patricia, pour ça, d'avoir accepté de témoigner. Et je parlerai aussi de comment j'utilise la méthode Psyché après dans mon travail plus large de guérison aussi avec le, avec le travail somatique, avec le travail avec les parts, voilà, comment est-ce que j'inclus ça dans le travail plus personnel que je peux faire sur moi, pour vous donner un exemple de comment ça peut s'intégrer aussi avec les autres modalités que vous pratiquez si vous êtes déjà praticien, thérapeute ou juste dans votre travail personnel. Ok, une question qui est intéressante. Comment est-ce que tu sais quand tu es bloqué? Comment est-ce que tu sais que tu es bloqué? Est-ce que tu le sens encore? Est-ce que c'est des pensées que tu te dis? Comment tu sais que tu es bloqué? Ça, c'est une question vraiment intéressante à se poser. Parce que c'est là où on va pouvoir sortir les outils de notre chapeau. Donc, comment tu sais que tu es bloqué? Des exemples ici, ça peut être se sentir dans l'impuissance, se sentir submergé. Tout devient trop. Ça peut être donc de se sentir dans l'impuissance, avoir ce sentiment qu'on n'a aucun contrôle sur ce qui se passe. Se sentir dans la confusion. Des, des décisions qu'on veut prendre mais qui se prennent pas. Tout paraît très complexe, très compliqué. En vrai, je j'ai pas d'accès à la clarté, je me sens confuse. Ça peut être une façon de savoir qu'on est bloqué aussi. Du mal à poser nos limites. Ça, c'est intéressant aussi. Se retrouver toujours dans les mêmes situations malgré nous. On parle aussi de schémas qui se répètent, on pourrait le dire autrement, mais voilà, je me retrouve toujours dans la même situation.
c'est pas possible, encore ça. Ou le recours à nos stratégies d'adaptation. Je me retrouve toujours, à manger mes émotions. Je me retrouve toujours à faire du sport à outrance. Quoi qu'il arrive, je peux pas m'empêcher de travailler 12 ou 16 heures par jour. Je vais dans mes stratégies d'adaptation. Donc ça, c'est des moyens intéressants de voir qu'on est bloqué. Peut-être, et peut-être pas dans notre vie en général, mais à certains endroits, en tout cas. Et peut-être que vous avez déjà essayé ce genre de choses. Ici, on va commencer à faire la différence entre le conscient et le subconscient. Peut-être que vous avez déjà essayé les affirmations, la thérapie par la parole, tout ce qui est pensée positive, la volonté, power true. J'arrive pas à le faire, mais je vais y aller quand même à la force de mes petits muscles. Lire plein de livres, peut-être que je vais avoir des pistes là-dedans. Créer un vision board, l'écriture dans un journal, la visualisation, vous avez compris. Vous avez peut-être essayé tout ça. Moi, je sais qu'avant de découvrir tout ce monde du subconscient, du système nerveux, je lisais beaucoup de livres de développement personnel, même je les dévorais. Je lisais. Je crois que j'intégrais pas beaucoup parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passait dans ma vie, mais en tout cas, je lisais plein de livres. Je journalais aussi beaucoup, et les vision boards, je crois que c'était mes 3 trucs, ça. Il y avait du résultat, un peu, mais pas très durable dans le temps. Pas très durable dans le temps. Donc je dirais qu'il y avait un subtil changement, mais il n'y avait pas de vraie transformation. Peut-être que c'est ce que vous expérimentez aussi. Peut-être que vous avez déjà, voilà, fait l'expérience de ça. Vous pouvez me partager dans le chat si vous voulez. Yes. Oui. Et ce qu'il y a aussi dans ces modalités-là, c'est que ça demande quand même beaucoup d'efforts et de répétition pour que ça marche. Genre les affirmations, il faut les mettre absolument partout, jusque sur la lunette des toilettes, pour que ça marche. Yes. Jamais rien de durable et beaucoup d'efforts pour pas grand-chose, absolument. Mm. Mm. Dévorer des livres, mhm. Formation depuis 20 ans, les routines, ouais. Et les routines qui fonctionnent pas ou qu'on a du mal à tenir d'ailleurs. Une ex-gobeuse de livres. J'adore, yes, yes. Mm. Mm. Oui, Hermine, c'est très juste, ça fait du bien, mais ça change pas finalement. Cette dopamine qu'on peut avoir par le fait qu'on a lu un livre et qu'on a compris et tout, mais finalement on met rien en place après. Il n'y a rien qui change vraiment. Yes. Oui, et ça c'est parce que je disais, on commence à introduire la notion de conscient et subconscient, parce que toutes ces modalités-là, elles font appel à l'esprit conscient. L'esprit conscient, c'est la pensée logique, donc c'est celle qui va nous permettre de lire un livre, c'est celle qui va nous permettre de réfléchir à quelles affirmations je vais écrire, de journaler, d'analyser tout ce qu'on fait. Donc la pensée logique, la pensée critique, la volonté, tout ça, c'est drivé par l'esprit conscient. Or, l'esprit conscient, peut-être que vous avez déjà vu cette image de l'iceberg qui est assez connue, c'est 5%. 5% de ce qui est actif dans la journée, dans la nuit d'ailleurs, euh, et, et 5% de ce qui constitue nos choix finalement. Les 95%, donc toute la partie immergée, immergée ou submergée? Anyway, la partie en dessous de l'eau de l'iceberg, c'est notre inconscient. Et notre inconscient, il contient nos réponses de survie, il contient nos croyances, il contient tout ce qui est nos habitudes. Peut-être que vous prenez tout le temps le même petit déjeuner le matin et que vous n'avez plus besoin d'y penser. Peut-être que le matin, vous faites les choses dans un ordre bien particulier et vous n'avez pas besoin d'y penser. C'est comme quelque chose d'automatique qui a pris le relais. Tout ce qu'on appelle la mémoire procédurale. La mémoire procédurale, c'est toute la mémoire qu'on a dans nos muscles. Donc, j'ai pas besoin de réapprendre à faire du vélo à chaque fois que je me mets sur un vélo, j'ai pas besoin de réapprendre à nager à chaque fois que je vais à la piscine. Tout ça, c'est rentré dans l'automatique. Donc, c'est rentré dans l'inconscient. Tout ce qui est l'intuition aussi, qu'on sent peut-être un petit peu comme ça en fond, mais qu'on n'écoute pas toujours. Tout ce qui est automatique. Ok. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont automatiques ou qui sont devenues automatiques. Il y a 2 moyens maintenant. La question, si on sait que le subconscient, c'est 95%, la question, c'est, OK, comment je change ces 95%? Et c'est ce dont on va parler ce soir. Il y a 2 moyens, en réalité, il y en a 3, parce que le troisième, c'est psyché. Mais il y a 2 moyens de modifier le subconscient. Le premier moyen, c'est la répétition.
Pourquoi vous n'avez pas besoin de réapprendre à nager à chaque fois que vous allez à la piscine? Parce que vous l'avez répété tellement de fois que ça s'est complètement intégré dans vos muscles, dans votre corps, donc vous n'avez plus besoin de le répéter. Pourquoi vous n'avez pas besoin de réapprendre à former les lettres à chaque fois que vous vous mettez pour écrire dans votre journal? Parce que c'est bon, ça c'est pareil, c'est acquis, vous l'avez répété tellement de fois le fait d'écrire que vous savez. Même chose avec conduire une voiture, même chose avec euh, faire du vélo, voilà. Et c'est même des choses, c'est intéressant parce que c'est même des choses qu'on aurait du mal à expliquer. Comment expliquer comment on fait du vélo? C'est tellement dans notre corps que ça c'est complètement intégré. Ok? Donc ça c'est un moyen de changer le subconscient. Répéter, 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 répéter jusqu'à ce que ça s'intègre. Ok? Ou du coup répéter dans l'autre sens. Si je sais pas faire du piano, mon subconscient il sait pas faire du piano, bah, je vais répéter, répéter, répéter jusqu'à ce que je me mette au piano et que ça marche. Ok? Donc ça, c'est la première façon. Et c'est une des façons, en fait, parce que qu'est-ce qui passe dans le subconscient? Comment est-ce que, finalement, notre cerveau, il sélectionne ce qui passe dans le subconscient? C'est si on le répète assez souvent ou si c'est très, très important. Donc, si on le répète assez souvent, c'est quelque chose qu'on va faire tous les jours, par exemple conduire, par exemple faire du vélo, etc. Ou si c'est très important, s'il y a des expériences émotionnelles attachées à ça. Donc ça va faire que ça va dans le subconscient. Et on le reverra après ça. Ou une autre façon de changer le subconscient, c'est l'apprentissage instantané. Ce qu'on appelle l'apprentissage instantané, là vous voyez sur la slide une bougie. Si je mets ma main sur le feu quand je suis enfant, j'apprends que ça brûle. J'ai besoin de mettre ma main sur le feu combien de fois pour savoir que ça brûle? Une fois. Une fois, ça suffit. C'est bon, c'est rentré. C'est rentré là-dedans que le feu, ça brûle et il faut pas que je mette ma main sur le feu. Pour certains ou certaines, ça a été le gaz, ça a été le four. On a tous et toutes eu une version de ça où on a compris, ok, c'est chaud, ça brûle. Donc ça, c'est l'apprentissage instantané. On n'a pas besoin de le répéter à notre cerveau. Quand on voit le feu, on sait qu'il faut pas que je m'approche et qu'il faut pas que je mette la main dessus. Donc soit répéter assez de fois, la répétition, soit l'apprentissage instantané. Dans l'apprentissage instantané, il y a tous nos traumas aussi. On pourrait dire que le fait de se brûler, c'est un trauma. Je l'ai dit, ce qui rentre dans le subconscient, c'est ce qui a une charge émotionnelle assez forte. Donc ça peut être, j'essaie de trouver un exemple là. Un accident de voiture, je sais qu'il faut que je fasse attention en voiture. J'ai pas besoin d'en avoir 10. Une séparation amoureuse, je sais que c'est difficile les séparations amoureuses. Vous voyez, tout ce qui est très fort, super, super fort, ou physiquement ou émotionnellement. Ça va rentrer, ça va s'intégrer tout de suite. Mais c'est pas très agréable. Voir, c'est douloureux. Se brûler, c'est pas cool. Pour comprendre que le feu brûle. Donc la troisième façon, c'est psyché. Sans souffrir, sans se faire mal, sans avoir besoin d'être dans l'apprentissage instantané. Troisième moyen de modifier le subconscient. Et ça va vraiment, vraiment nous intéresser. En psyché, ce qu'on va utiliser, c'est qu'on va utiliser les deux sphères du cerveau. On va utiliser ce qu'on appelle l'état de cerveau unifié. Et je vais revenir dessus après quand je vais expliquer la méthode, mais ce qui se passe quand je suis dans une croyance limitante, quand je suis dans un endroit où je suis bloquée, quand je suis dans une situation stressante, voire une situation traumatique. Si on fait un scan de votre cerveau à ce moment-là, ce qu'on observe, c'est qu'il y a toujours un hémisphère, on dit en français, oui, un des hémisphères qui est moins actif que l'autre. Dans une situation stressante, dans une croyance limitante, dans une pensée négative, ça c'est ce qu'on constate. Et donc ce qu'on va faire en psyché, c'est qu'on va, grâce à des mouvements, puis je l'expliquerai après les 4 étapes, le processus, grâce à des mouvements, revenir dans ce qu'on appelle un état de cerveau unifié, donc ramener de l'activité dans les deux hémisphères du cerveau, au moment où on vient intégrer une nouvelle croyance, qui, elle, est à notre service. Donc, si on devait expliquer Psyché en 3 phrases, c'est ça qu'on va faire. Après, je vais revenir, bien sûr, sur vraiment le détail de la méthode, etc. Mais c'est comme ça qu'on va opérer ce changement au niveau subconscient et vraiment au niveau du cerveau. Ok.
Je reviens pas sur les deux côtés du cerveau. J'imagine que vous connaissez déjà le cerveau gauche, beaucoup plus analytique, logique, très bon avec le langage, les chiffres, etc. Et l'hémisphère droit, plutôt dans l'imagination, dans l'émotionnalité, dans la créativité, tout ce qui est... voilà, c'est plus les arts plastiques, le cerveau droit, et le cerveau gauche, c'est plus les maths, si on devait schématiser et grossir le trait. Ok, donc je vous ai dit, quand on est dans une croyance limitante, on a moins d'activité dans une des hémisphères du cerveau. Moi, j'adore revenir aux définitions, donc je suis même allée chercher la définition d'une croyance. Ça, c'est du dictionnaire Robert. Donc la croyance, c'est quoi? C'est le fait de croire à une chose vraie, vraisemblable ou possible. Ok? Donc c'est pas nécessairement une vérité, la croyance. En tout cas, on croit que c'est quelque chose qu'on prend comme une vérité. Maintenant, c'est quoi le... Ah, avant de faire le lien, je vais vous faire travailler un peu. Avant de faire le lien, c'est intéressant de faire un petit point ici. Quelle croyance est-ce que vous avez? Là, juste comme ça, avec votre cerveau conscient, est-ce qu'il y en a que vous avez déjà amené à la conscience? Sur le travail, peut-être que ça peut être quelque chose comme il faut que je travaille beaucoup pour mériter. Ça, c'était une diminution de ça. Il faut que je travaille beaucoup, beaucoup, il faut que je travaille plus que tout le monde pour mériter. Sur la santé, qu'est-ce que je peux avoir comme croyance sur la santé? Moi, j'avais la croyance, vu que j'étais pleine d'asthme, d'eczéma et tout, j'avais la croyance que j'avais une mauvaise santé. C'était une croyance fondamentale pour moi. J'ai une moins bonne santé que tous les autres. Il y avait ça. Donc ça, j'ai dû aller l'équilibrer parce que sur mon apparence physique, sur les autres, sur les gens riches, intéressant, celle-là, je vous raconterai une histoire en lien avec celle-là. Sur le monde, ok, je peux pas voyager en sécurité. Ouais, il faut que je sois parfaite, j'ai pas le droit à l'erreur. Ok. Voilà, et des croyances sur vous après. Sur le monde est un endroit dangereux. J'en sais rien. Yes, voilà. Hmm. Donc il y en a même qu'on a déjà amené à la conscience, et c'est intéressant. Vous verrez qu'il y en a plein qu'on n'a pas du tout amené à la conscience. Mais déjà là, c'est intéressant. Ok, je suis toujours fatiguée, ouais, sur la santé. J'ai pas accès à l'énergie. Je suis pas la bonne personne pour faire le travail qu'on m'a confié. Absolument, le syndrome de l'imposteur. Il faut travailler dur pour gagner sa vie correctement. Ok, je ne suis pas assez, absolument. Il y a des croyances qui vont vous paraître tellement presque simplettes, du style je ne suis pas assez ou je suis une mauvaise personne, je vais en parler de ces croyances-là. Mais quand on les équilibre, quelle différence ça fait dans nos vies, ça? Ah, on en parlera aussi de celle-là. Je suis poursuivie par la malchance. Elle est good, celle-là. J'ai pas le droit de me reposer tant que j'ai pas fait tout ce que je devais faire. Ouais. Ok. Donc, vous voyez il y en a déjà qui viennent, en tout cas. Même si peut-être une autre part de vous ou une part un peu plus rationnelle dit mais je sais que c'est pas vrai, en même temps vous sentez qu'il y a ça ancré en vous quelque part. Yes, au travail j'y arriverai jamais, le travail est pénible et laborieux, je vais avoir une maladie grave un jour. Ouais, toutes des choses qu'on peut se dire. Absolument, absolument. Ok, donc allons maintenant, qu'est-ce qui a créé ces croyances? Parce que ça c'est intéressant et je pense que c'est important. Le... Là, si on va dans la pensée orientale traditionnelle, la pensée la plus traditionnelle, donc celle du Bouddha, allons aux origines. Le Bouddha, dans le Dhammapada, j'espère que je le dis bien, dans le Dhammapada, qui est un des textes traditionnels, il dit quelque chose comme, alors j'imagine que c'est pas la super bonne traduction, mais nous sommes ce que nous pensons, tout ce que nous sommes naît de nos pensées, c'est avec nos pensées que nous créons le monde. Donc vous comprenez l'idée, tout, nous sommes les résultats de nos pensées et le monde est le résultat de nos pensées. Okay, donc tout émerge de nos pensées. Ça, c'est la pensée orientale classique. Et puis on a l'intuition de la psychologie moderne qui vient, avec Gabor Maté, qui complète ce que dit le Bouddha, de façon très humble, mais il complète ce que dit le Bouddha, en disant avant
de créer le monde avec nos pensées. Donc avant que nos pensées, elles créent le monde, c'est le monde qui a créé nos pensées, notre esprit. Vous me suivez ici? Donc le Bouddha dit, nos pensées créent le monde. Et Gabor Maté, il dit, mais avant que nos pensées créent le monde a créé nos pensées. Et je vais continuer le raisonnement, si vous allez comprendre. Une personne qui se dit, le monde est un endroit horrible. On s'est dit là, le monde est un endroit dangereux. Ok? Cette personne, elle va avoir une certaine attitude face au monde, qui sera pas la même attitude que quelqu'un qui dit le monde est sûr, j'ai de la curiosité pour le monde est enthousiasmant, le monde est passionnant, etc. On aura une certaine façon de nous conduire. Et c'est pour ça qu'on dit, vous avez peut-être entendu déjà ça, qu'on voit les choses pas comme elles sont, mais comme nous on est. Donc maintenant, pourquoi Gabor Maté il dit avant que nos pensées créent le monde a créé nos pensées. Si on remonte tout au début de notre vie, comment est-ce qu'un enfant, même un tout petit enfant, il peut se faire une idée du monde, de ce qu'est le monde? C'est à partir de nos premières expériences. Je pense qu'on est tous et toutes d'accord pour dire ça. C'est à partir de nos premières expériences. Et donc là, la question, c'est quel monde est-ce que j'ai connu? Dans mes premières expériences, elles étaient faites de quoi? Est-ce que c'était un monde dans lequel il y avait de la souffrance, il y avait du chaos, je savais jamais à quoi m'attendre, il fallait que je marche sur des œufs en permanence et du coup, il fallait que je compense d'une manière ou d'une autre? Ou est-ce que c'était un monde qui était sûr, dans lequel justement je pouvais me mouvoir avec curiosité, avec enthousiasme, parce que je savais que voilà, il n'y a rien qui allait me tomber sur le coin du nez, le monde est safe. Nos conceptions du monde, et du coup nos pensées, ce qu'on va penser du monde, c'est le résultat direct de, moi je l'ai appelé notre monde primaire ici, en fait c'est le résultat direct du premier monde qu'on a connu. C'est ce qui va s'intégrer pour la vie, après, dans notre subconscient, du coup. Là, pour le coup. Et vraiment dans notre subconscient, parce que avant 3 ans, et même on dit avant 6 7 ans, c'est à ce moment-là où ça se cristallise vraiment en mots, il n'y a rien qui se met en mots. Tout est absorbé. Il n'y a rien qui est compris. Tout est absorbé dans le corps, au niveau viscéral. Et le subconscient, il est dans le corps, hein. Donc nos conceptions du monde, elles sont le résultat direct de ce qu'on a connu tout au début, de ce monde primaire. Pour faire le lien maintenant avec les croyances, il y a des croyances qui vont émerger de ça. Et la croyance qui émerge de toute enfance chaotique, où il n'y avait pas de sécurité, d'une enfance qui a été voilà, pleine d'adversité, où il y a eu des traumatismes, c'est je suis un mauvais enfant dans un bon environnement. Donc ça c'est vraiment inconscient, hein. Il n'y a aucun enfant qui consciemment se dit ça, mais ce qui est absorbé, c'est ça. Et ça a une fonction, ça. Cette croyance-là, elle est très fonctionnelle. Parce que si je suis un mauvais enfant dans un bon environnement, je peux y faire quelque chose. Je peux essayer d'être un meilleur enfant. Donc je peux rester, peut-être, si je comprends que j'embête mes parents, et ben, je peux rester le plus silencieux possible et me faire le plus silencieux possible et rester dans ma chambre. Si je comprends que je vais être en sécurité si les besoins de mes parents sont remplis, je peux commencer à essayer de remplir mes besoins de mes parents et commencer à être en hypervigilance. Donc je peux y faire quelque chose. Si je me dis que je suis un bon enfant dans un mauvais environnement, qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Il a nulle part où aller, il est complètement dépendant, il est complètement livré. Donc, cette croyance-là, je suis un mauvais enfant dans un bon environnement, elle est très fonctionnelle à ce moment-là. Elle donne quand même un sentiment de contrôle, de pouvoir faire quelque chose. Sauf que plus tard, cette croyance-là, elle se transforme en toutes ces autres croyances qui sont des variantes de ça. Je suis une mauvaise personne. Les mauvaises personnes, elles ne méritent pas que des bonnes choses leur arrivent. Donc je ne mérite pas, je ne suis pas assez. Là, il y a quelqu'un qui a dit je ne suis pas assez. Tout ça, c'est une variante, c'est les branches, si vous voulez, de l'arbre. Je suis un mauvais enfant dans un bon environnement. Quand quelque chose de bien m'arrive, quelque chose de mal va arriver. Ça, c'est les mondes primaires qui étaient complètement chaotiques. Je savais jamais ce qu'il allait se passer. Je vais pas y arriver. Quoi que je fasse, de toute façon, c'est jamais bien. Il y a une grande impuissance à cet endroit-là. Je vais pas y arriver. Ça, adulte, après, ça donne, je vais pas y arriver. Yes.
Ok, donc ça a du sens pour vous, ça? C'est cette croyance-là qui est vraiment primaire et qui est très fonctionnelle? Yes. Oui, Isabelle, t'as raison. Je sais plus qui disait quand un enfant est pas quand un enfant est abusé, il va pas arrêter d'aimer ses parents, il va arrêter de s'aimer lui-même. Mm, absolument. Ok, donc, et là, je fais le lien maintenant. Si vous gardez toutes ces croyances en tête, là, je suis une mauvaise personne, je ne suis pas assez, toutes les branches de notre arbre, de je suis un mauvais enfant dans un bon environnement, pardon, je vais pas y arriver, etc. Si c'est toutes ces croyances qui sont prévalentes dans le subconscient, il n'y a aucune chance que quand on veut se diriger vers des choses qui sont bonnes, qui sont belles, qui sont fluides, qui sont faciles, parce qu'on a le droit que les choses elles soient faciles aussi, ça aille bien pour nous. Ça va être très difficile. Parce que ce qui représente 95% de notre pouvoir de décision, c'est le subconscient. Et toutes ces croyances, elles sont au niveau viscéral, subconscient, à cet endroit-là. Et ça vient vraiment agir comme une force invisible qui nous empêche, qui nous protège en réalité, mais qui nous empêche. J'accompagne beaucoup de personnes dans mes programmes, etc. J'entends souvent ça. C'est comme s'il y avait une chape de plomb, c'est comme s'il y avait une force invisible qui m'empêchait d'avancer. Parfois, ça m'arrive de me le dire aussi, moi. Mais c'est marrant, là, c'est vraiment comme une force invisible, j'arrive pas à y aller. Et ça, c'est mon mot-clé souvent pour me dire, ah, ça y est, c'est mon subconscient. C'est mon subconscient. Le subconscient, s'il n'y a pas les croyances à notre service, voilà, où c'est plus fort que moi, absolument. C'est plus fort que moi. Je sais ce qui est bon pour moi et pourtant, c'est plus fort que moi. Euh, le subconscient avec des croyances qui sont pas à notre service, moi je le vois vraiment comme, vous savez, je crois que c'est Sisyphe là qui, dans la mythologie grecque, qui est condamné à pousser son tonneau là jusqu'en haut de la montagne et puis le tonneau il redescend à chaque fois. C'est exactement ça. Genre le subconscient c'est le tonneau quoi. Et on a beau pousser, 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 l'amener en haut de la montagne, ça va toujours redescendre. Exactement. Donc, et c'est ça qu'on appelle l'autosabotage. En fait, c'est l'autosabotage, c'est le conscient et le subconscient qui ne travaillent pas de concert, qui, au lieu de travailler en collaboration, travaillent l'un contre l'autre. À cet endroit-là de notre vie, hein. Donc, un exemple typique, c'est je sais ce qui est bon pour moi, mais je le fais pas. Et ça c'est vraiment intéressant. Peut-être que vous l'avez eu, ça. Vous savez que le yoga, ça vous fait du bien. Vous savez que vous devriez manger ça. Vous savez que aller vous balader après le repas, ça fait du bien, etc. Mais vous n'allez pas le faire. Et vous vous expliquez pas pourquoi. Et donc là, c'est intéressant. Il y a sûrement des programmations à l'intérieur, peut-être qui font que vous n'avez pas confiance dans le fait que vous pouvez mener les choses jusqu'au bout, que vous méritez pas d'atteindre vos objectifs, que vous êtes une mauvaise personne et du coup vous méritez pas même de vous sentir bien. Donc il y a ça et il y a le subconscient qui nous ramène toujours vers ce qui est familier. Donc ici, moi j'adore la métaphore de l'aquarium. J'ai mis un super petit aquarium ici. C'est euh, l'aquarium, c'est imaginer que voilà, vous avez eu cette enfance chaotique avec beaucoup d'adversité, etc., beaucoup de toxicité finalement, on pourrait le dire comme ça aussi, comme un aquarium avec de l'eau sale, ok? Un aquarium qui est toxique. Et vous avez grandi là-dedans. C'est ça qui est familier. Et il y a comme quand vous essayez d'aller vers quelque chose de bien, ou ou de différent, ou de créer la vie que vous voulez vraiment, j'essaie de le dire de plusieurs façons, il y a comme quelque chose à l'intérieur de vous qui dit non, 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 là on n'y va pas, non, 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 ça c'est pas pour toi. Et peut-être qu'on commence à trouver des excuses, peut-être que on commence à revenir dans nos anciens schémas de pensée, on commence à revenir et à se retrouver encore dans les mêmes situations, encore et encore. Parce qu'il y a comme un truc de cet aquarium super propre là qui a l'air tellement beau et je me le dis dans ma tête que j'ai envie d'aller vers ça. Mais à nouveau, il y a cette comme force invisible, ce qu'on disait tout à l'heure.
et nos pensées qui prennent le relais pour trouver des excuses. Et là, on revient avec le Bouddha, et là, le Bouddha, il a raison, où il dit c'est avec nos pensées qu'on crée le monde. Parce que là, effectivement, dans cette situation précise, nos pensées, elles nous empêchent d'aller vers ce qu'on veut. Parce qu'on se trouve des excuses, parce qu'on se dit que c'est pas pour nous, parce qu'on dit qu'on mérite pas, etc., etc. Parce qu'on se dit que peut-être finalement cet objectif, c'est pas si important, au final. Et on se convainc que peut-être c'est pas vraiment ce qu'on voulait. Donc là, c'est avec nos pensées qu'on crée le monde, oui. Mais nos pensées, elles trouvent leurs racines dans quoi? Dans toutes ces croyances-là qui logent dans notre subconscient. Donc le monde, il a créé nos pensées avant. Gabor Maté, il a raison. Et ça, c'est vraiment important d'en avoir conscience. D'avoir conscience que même si on veut se diriger vers cet aquarium super beau, super propre, peut-être que la partie en dessous de l'eau de l'iceberg, en dessous de l'eau, il y a tout cet aquarium encore toxique, il y a toutes ces croyances qui vivent à cet endroit-là. Et donc, il faut aller nettoyer l'aquarium. C'est ça qu'on va faire avec Psyche. J'aime bien cette citation de Gandhi. Si vous faites la formation de Psyche, vous la rencontrerez, c'est une des premières citations qu'on lit. Vos croyances deviennent vos pensées deviennent vos paroles deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs, et vos valeurs deviennent votre destin. Donc même Gandhi il avait déjà compris qu'on part bien des croyances, hein. Et qu'est-ce qui a créé nos croyances? C'est le monde primaire dans lequel on a évolué. Donc avant même les pensées, nos pensées, elles émergent de nos croyances. Donc c'est vraiment, vraiment à cet endroit-là qu'on veut agir. J'espère que je vous ai convaincu depuis le début, que c'est vraiment à ce niveau-là qu'on veut travailler. Il y a un concept qui est intéressant, c'est le concept des bénéfices secondaires, que vous verrez, euh, que vous verrez dans la formation, mais que je veux évoquer ici parce que même parfois, il y a des croyances qui restent dans le subconscient, parce qu'il y a des bénéfices secondaires à avoir cette croyance-là. Donc ça va faire que peut-être on va même pas du coup les porter à la conscience, ou si on les a portés à la conscience, ça m'est arrivé plein de fois, d'avoir même de la résistance à vouloir aller changer cette croyance. Je sais qu'elle est là, cette croyance, je sais qu'elle n'est pas à mon service, et pourtant, il y a comme un truc qui fait que j'arrive même pas à aller faire l'équilibration psyché sur cette croyance. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un bénéfice secondaire à avoir cette croyance. Exemple, si quelque chose de bien m'arrive, quelque chose de mal va arriver. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Le bénéfice secondaire, c'est d'être prêt quand les mauvaises choses arrivent. Alors, c'est une mauvaise façon de penser parce que je sais pas comment est-ce qu'on peut être plus prêt ou prête. Au contraire, on va être beaucoup plus stressé et du coup, on aura beaucoup moins de résilience. Mais un bénéfice secondaire qu'on peut se dire, c'est ça. Si quelque chose de bien m'arrive, quelque chose de mal va arriver, s'attendre à ce que des mauvaises choses arrivent, au moins comme ça, je suis prête. Ça peut être un bénéfice secondaire. Si je réussis, si je lance ce projet, si je me montre, je vais attirer le jugement ou la jalousie. Bénéfice secondaire, rester à l'abri. Donc, une croyance par laquelle je pourrais remplacer ça, c'est, euh, je sais pas moi, j'ai confiance en moi dans ce projet. Ouais, mais si j'équilibre ça, j'ai confiance en moi, je vais être visible, et du coup, je risque d'être jugée ou je risque la jalousie. Donc, bénéfice secondaire à cette croyance-là, rester à l'abri. Je ne sais pas gérer l'argent, je n'en ai jamais eu. C'est celle de ma grand-mère, celle-là. Je ne l'ai pas inventée. Je ne sais pas gérer l'argent, j'en ai jamais eu. Le bénéfice secondaire, il est très clair. Pour elle, en tout cas, c'est ne pas avoir à gérer tout ce qui vient avec le fait d'avoir de l'argent, c'est-à-dire ne pas avoir à gérer la banque, ne pas avoir à gérer l'administratif, ne pas avoir à gérer tout ça. Ok. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. On peut se demander c'est quoi le risque d'aller faire telle chose, mais on peut aussi se demander c'est quoi le bénéfice à pas la faire. Si par exemple, je prends l'exemple où je veux lancer un projet, c'est quoi le bénéfice à pas le lancer? Ça fait 6 mois que je repousse ça. Hmm. Ça fait 6 mois que je repousse ça. Donc j'ai écouté un podcast il y a quelques jours où
La personne, elle disait, non, mais j'ai cet ami qui me parle de lancer son entreprise depuis des mois et des mois, mais il fait rien. Et en fait, je lui dis, mais arrête de me parler de ça, parce que tu le veux pas vraiment, si tu fais rien. Et moi, j'écoutais ça et je me disais, ou alors il a un gros bénéfice secondaire à ne pas lancer ce projet. Ou plein de croyances autour de ça qui font qu'il lance pas ce projet. C'est pas qu'il le veut pas vraiment, c'est que son subconscient et son conscient à cet endroit-là, ils bossent pas ensemble. Et je me suis dit, si seulement il connaissait Psyche, cet homme-là. Yes. Donc les bénéfices secondaires. Et ça, c'est toute l'histoire de l'ACE Study, pour refaire le lien avec le trauma ici. Je vous le lis à nouveau. L'ACE Study, ce médecin là que vous voyez sur la slide, c'est le docteur Vincent Felitti. Peut-être que vous connaissez l'ACE Study. C'est la plus grande étude jamais réalisée sur l'adversité dans l'enfance, donc sur les traumas dans l'enfance, l'ACE Study. ACE, ça veut dire Adverse Childhood Experience en anglais, donc les expériences d'adversité dans l'enfance. Et c'est une étude dans les années 70 qui a été faite sur 17 000 personnes et qui a commencé parce que le docteur Vincent Felitti, il était responsable du programme de perte de poids à la clinique de San Diego. Et il s'est rendu compte que 50% des personnes qui perdaient du poids, donc qui réussissaient dans le programme, abandonnaient le programme. Et il s'est dit, mais c'est pas possible, pourquoi il y a la moitié des personnes qui réussissent qui abandonnent? Et du coup, en bon médecin, il a été curieux et il a commencé à mener des interviews avec ces personnes-là. Et il s'est rendu compte que plus de 80% de ces personnes avaient subi des abus sexuels dans l'enfance. Et donc, ce surpoids, en fait, ça leur permettait, alors ça pouvait leur permettre, là, comme j'ai mis sur la slide, de pas attirer l'attention ni l'envie, alors des hommes, mais du sexe opposé. Ou si je suis en surpoids, je fais le poids face aux autres, et les autres, ils vont avoir peur de moi, et je peux impressionner les autres, et on va pas m'embêter. Ça, souvent, c'était des petits, plus l'histoire de petits garçons qui avaient été des bullies, comme on dit, harcelés, pardon, à l'école. C'est un exemple. Mais ça, c'est des exemples de bénéfices secondaires, par exemple. Ça, c'est des exemples de bénéfices secondaires. Et on voit que ces croyances-là qui sont nées et ces bénéfices secondaires, ils trouvent leur origine dans le trauma, là, à cet endroit-là. Voilà, alors le poids, c'est un exemple, parce que là, je vous ai pris l'ACE Study et c'était les origines de l'ACE Study. Après, il y en a plein d'autres. Ok, maintenant, on a vu le problème, finalement, on a vu pourquoi est-ce que c'est important de travailler à ce niveau des croyances. Et j'ai envie de poser la question maintenant, ok, et si c'était facile? Et s'il y avait une méthode pour venir modifier au niveau du subconscient tout ça? Et la bonne nouvelle, c'est qu'on en a une, et elle s'appelle la méthode Psyché. Donc la méthode Psyché, c'est une méthode qui a été proposé et structuré par un homme qui s'appelle Rob Williams aux États-Unis. Lui, il avait étudié beaucoup de modalités de développement personnel et donc c'est pour ça qu'il a pu structurer cette méthode-là et qu'elle a vraiment gardé sa structure aussi depuis le début. Donc Psyché, ça se fait en 4 étapes. L'étape 1, alors, oui, il y a des... Non, c'est très différent de la kinésio, mais je ne sais pas vous expliquer pourquoi et comment. Mais je sais que c'est très différent de la kinésio parce que j'ai envoyé des kinésios en formation psyché et ils m'ont dit que c'était très différent. Mais je suis pas kinésio, donc je peux pas vous expliquer. En tout cas, le test musculaire, il n'est pas utilisé de la même façon en psyché. Le test musculaire, il est vraiment utilisé uniquement pour établir une conversation entre le conscient et le subconscient. Donc, ce qu'on fait au début, c'est qu'on pose l'intention de travailler sur une croyance, donc on choisit une croyance, et puis on va aller tester au test musculaire. Donc là, je fais ce geste-là, ça peut être ça, ça peut être... Il y en a plusieurs des tests musculaires que vous pouvez faire, vous les apprendrez pendant la formation. On teste au test musculaire, est-ce que au niveau du subconscient, j'ai cette croyance ou j'ai pas cette croyance? Si j'ai pas cette croyance, donc la croyance que je veux intégrer dans mon subconscient, eh ben, je vais faire l'équilibration. Donc par exemple, ça peut être la croyance euh, j'ai la croyance que je ne mérite pas, et ben je vais équilibrer je mérite. C'est ça que j'ai envie d'intégrer dans mon subconscient. Donc je vais tester je mérite au test musculaire. Si ça teste faible, j'ai besoin
de le faire parce que je ne crois pas que je le mérite. Donc je passe à l'étape 2. Dans l'étape 2, on demande la permission d'opérer le changement, toujours grâce au test musculaire. Et cette étape 2, ici, pour moi, c'est vraiment ce qui différencie la méthode Psyché des autres méthodes. C'est-à-dire que, à nouveau, à l'aide du test musculaire, finalement, on demande au corps, on demande au subconscient de la personne la permission d'opérer le changement. Donc on demande si, à ce moment-là, c'est dans l'intérêt de la personne d'opérer ce changement. Et là, on va avoir ou un test fort ou un test faible. Si on a un test fort, on passe à l'étape 3. Si on a un test faible, on s'arrête là. Il faut qu'on trouve une autre croyance, parce que peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à travailler avant. Et on va trouver une autre priorité. Et ça, c'est vraiment différenciant des autres méthodes où, en psyché, c'est pas du tout le facilitateur ou le thérapeute qui fait quelque chose à la personne. Tout vient de la personne. En fait, le postulat, c'est que toutes les réponses, elles sont dans le subconscient de la personne. Donc, et pour moi, c'est pour ça que la méthode Psyché, elle a énormément de succès. Enfin, pas de succès, pas de succès, enfin, de succès de réussite, en fait, que ça marche, de succès dans ce sens-là. Et qui est vraiment différenciant par rapport à d'autres modalités pour moi, et qui a du sens. Ok, donc si on obtient la permission, on passe à l'étape 3, et là, c'est le processus en lui-même qu'on appelle une équilibration. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des postures et des mouvements du corps, en fait. On va faire des postures et des mouvements du corps. Alors, ça peut être avec nos bras, ça peut être avec nos jambes, ça peut être avec nos yeux. Il y a tout un catalogue d'équilibration que vous allez apprendre, qui, en fait, ces mouvements-là, ils vont permettre quoi? Ils vont nous permettre de se mettre dans cet état de cerveau unifié dont je parlais tout à l'heure. Ils vont permettre d'activer les neurones dans les deux hémisphères du cerveau. Donc là, à ce moment de l'étape 3, on a de l'activité dans les deux hémisphères du cerveau et en même temps, on va répéter la croyance. Alors ça dépend, il y a des équilibrations dans lesquelles c'est à voix haute, c'est à voix basse, ça va dépendre du protocole. Mais au moment on, on active les neurones dans les deux hémisphères du cerveau, donc on a de l'activité à ces deux endroits-là, et en même temps, on intègre la nouvelle croyance. Yes? Ça, c'est l'équilibration en elle-même. Et ensuite, on passe à l'étape 4, et là aussi, super brillant pour moi dans la méthode Psyché. On teste à nouveau, à l'aide du test musculaire, si le changement il s'est réellement produit. Donc, on refait le test qu'on a fait à l'étape 1. Et ça permet quoi? Ça permet de checker que le changement il s'est réellement produit, donc on a réussi l'équilibration. Et ça permet de montrer à l'esprit conscient, qui souvent est super sceptique et se dit est-ce que c'est possible que ça ait marché super rapidement comme ça? Ça permet de montrer à l'esprit conscient que oui, le changement s'est produit. Et là, on lit les deux. On lit le conscient et l'inconscient au niveau de l'étape 4. Ok? Donc ça, c'est la méthode Psyché. Oui, alors si j'imagine que si vous êtes thérapeute, vous essayez de la lier à ce que vous connaissez déjà. En vrai, la méthode Psyché, c'est un mix de plein de choses. Il y a de la kiné, vous pouvez retrouver des éléments de la kinésio avec le test musculaire, vous pouvez des éléments de la PNL, vous pouvez retrouver des éléments de l'acupression. Enfin, c'est vraiment, il y a plein, plein, plein d'inspirations. Donc, s'il y a d'autres méthodes que vous connaissez, peut-être que vous reconnaîtrez certains éléments. Et en même temps, c'est une méthode qui est très distincte pour moi des autres. Enfin, j'en connais vraiment aucune autre qui soit comme celle-là. Voilà, donc ça c'est intéressant, c'est un petit avant-après. Il y a eu 2 ou 3 papiers scientifiques, alors qu'on n'a pas été dans des revues super mainstream, parce que voilà, le psyché, je sais pas, même s'il y a des bases scientifiques, je pense pas qu'on puisse dire que c'est complètement mainstream encore comme méthode, mais en tout cas, il y a eu quelques papiers scientifiques dessus et des scans du cerveau aussi faits. Ici, c'est un scan qui est intéressant. Le rouge, c'est l'activité dans le cerveau avant l'équilibration, donc avant de faire toute la procédure, et le bleu, c'est ce qui s'est ajouté après la procédure. Donc le rouge et le bleu en même temps, c'est après l'équilibration de Psyché. Donc vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup plus d'activité dans les deux parties du cerveau, alors que si vous regardez que le rouge, donc avant l'équilibration Psyché, il y avait vraiment, on voit de l'activité que dans l'hémisphère gauche là. Et ici, c'est intéressant, ils ont fait des études avec des groupes contrôle en entreprise, avec des groupes en entreprise, et ici, c'était
une personne très dans son cerveau gauche, très logique, très rationnelle, qui faisait un peu peur à ses collègues d'ailleurs, qui était très chef. Euh, il disait, il décrivait dans la description, c'était My way or the highway, donc en gros, tu fais comme moi je dis ou tu sors. Voilà, c'était l'esprit de cette personne-là, de cette manager-là, et donc de l'activité quasiment que dans son cerveau gauche. On voit hein, au niveau du rouge. Et tout ça, c'est après déséquilibration de psyché. Donc on voit qu'il y a à nouveau de l'activité dans tout le cerveau. Donc on voit cet état de cerveau unifié. Ok. Donc, la question qui va vous changer la vie. Parce que vous allez arriver avec la bonne intention de faire vos équilibrations si vous êtes formé dans la séance, si vous allez le faire avec un facilitateur, vous allez dire voilà, moi je veux travailler là-dessus parce qu'il y a ça qui va pas dans ma vie et je me sens coincée, j'essaie de lancer ce projet et puis je rencontre toujours des personnes qui sont négatives et il y a personne qui me soutient et nanana et vous allez être dans votre truc, ok? Et là, le facilitateur, ou si vous êtes formé, vous allez vous-même vous poser cette question-là. Qu'est-ce que tu veux à la place? Cette question-là, quand ils ont posé cette question dans le niveau 1, dans le niveau de base que je vous présenterai, de Psyché, ça a été un électrochoc pour moi, cette question. Vraiment. Parce que je me suis rendu compte que je ne me la posais jamais. Je sais pas s'il y a des natures ou des caractères, j'en sais rien, mais je sais que voilà, moi, mon monde primaire, il a été plutôt chaotique et plutôt dans la peur. Donc en tout cas, un de mes traits de caractère, c'était plutôt le pessimisme. Et donc je me demandais jamais, j'étais dans mes trucs, en pilote automatique, et je me demandais jamais, ok, bah ça va pas, qu'est-ce que tu veux à la place? C'est une question tellement simple, mais tellement puissante, qu'est-ce que tu veux à la place? C'est ça qu'on va vous poser comme question, et c'est ça que je vous invite à vous poser comme question. Qu'est-ce que tu veux à la place? Et sur la base de ça, on va pouvoir créer nos équilibrations, créer les croyances qu'on veut intégrer pour nous. À la place, eh ben, je veux mériter. À la place, je veux ne pas avoir besoin du soutien des autres pour ce projet et je suis mon propre soutien. Eh ben, je vais équilibrer ça, je suis mon propre soutien. J'ai assez de force en moi pour me soutenir. J'ai assez de résilience pour mener ce projet à bien. Et je vais aller équilibrer tout ça dans mon subconscient. Intégrer tout ça. Yes. Absolument. C'est une question super simple et ça peut être difficile de trouver une réponse parce qu'on est tellement prise par ce qui va pas, on est tellement en boucle avec notre esprit conscient qui n'opère que 5% du temps mais qui prend tellement de place que ça nous laisse pas de place et ça nous laisse même pas de place pour réfléchir à ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on n'atteint aussi pas nos objectifs parce que si on n'est pas clair sur là où on veut aller, il y a peu de chances pour qu'on y arrive. Donc, même si après cette masterclass, vous faites jamais de séance de psyché, même si vous n'allez pas vous former en psyché. Si vous devez garder une chose, gardez cette question de cette présentation. Gardez cette question. Qu'est-ce que tu veux à la place? C'était un électrochoc pour moi, cette question. Et encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec mon mari, c'est magnifique ça, parce que quand on s'attrape, on est tous les deux formés en psyché, donc ça, c'est génial. Et on s'attrape l'un l'autre. Ah, il y a ça qui va pas. Tout de suite, il y en a un des deux qui dit, qu'est-ce que tu veux à la place? Et du coup, c'est génial parce qu'on est toujours dans des choses hyper constructives et même dans des conversations hyper constructives. Je sais pas. Ok, bah qu'est-ce qui pourrait t'aider? On peut venir équilibrer aussi. J'ai de la clarté quant à ce sujet, par exemple. J'ai de la clarté quant à mon lieu de vie. Ça, c'est un de mes trucs en ce moment. Vu que je veux pas faire de compromis, je sais pas où est-ce que je veux m'installer. Je veux ci, je veux ça, et en même temps, je veux ci, je veux ça. Donc j'ai équilibré ça d'ailleurs. J'ai de la clarté quant à mon lieu de vie. Ça veut peut-être pas dire que ça va venir tout de suite, mais en tout cas, je suis plus dans la confusion. Je sais ce que je veux. Maintenant, il faut que je le trouve. Et maintenant, prochaine étape. C'est facile pour moi de trouver mon lieu de vie idéal. Je peux équilibrer ça. Vous voyez, donc il y a une telle fluidité qui s'installe après. Et après, ça va devenir un réflexe pour vous. Quand vous êtes formé en psyché, mais ça devient vraiment un réflexe. Et c'est exceptionnel. Ok, donc des petites success stories, psyché, ça, c'est des personnes que j'ai accompagnées, bon, parmi tant d'autres, mais qui m'ont envoyé des petits messages, donc je vous partage ça. Julie, c'est quelqu'un qui était beaucoup dans le figement. Très, très peu d'énergie.
fatigue chronique. Donc, on a fait une séance de psyché, on a travaillé là-dessus. Et ça, c'est un message qu'elle m'a envoyé quelques heures après la séance. Je récure ma cuisine, j'ai une force illimitée, on raccroche et je me mets à nettoyer de fond en comble, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, mon tapis, c'est son tapis de yoga, parce qu'elle est prof de yoga. Maintenant, je vais le mettre sur son tapis, sur mon tapis, et donc ça lui a vraiment permis de se remettre en action. Donc ça, c'est un exemple, par exemple. Mathieu au milieu, il est infirmier. Là, maintenant, il est infirmier, mais quand on s'est vu, il était en parcours d'infirmier. Et c'est quelqu'un qui savait tout par cœur, premier de sa promo. Et quand il arrivait aux examens, il commençait à trembloter, à même pas pouvoir tenir une seringue. Impossible. Et donc, on a travaillé là-dessus, en psyché. J'ai confiance en mes capacités, ta 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 ta. Et voilà, il m'a envoyé ce message. J'ai eu 4 évaluations en 4 jours, une appréhension pendant 20 minutes, mais après, au moment venu, j'étais complètement calme, organisation, aucun oubli, aucun tremblement, des gestes sûrs. C'était fait. Et Alison, alors elle était venue dans le cadre de c'est une entrepreneure, donc dans le cadre de son activité, en me disant, je donne mon temps à tout le monde, n'importe comment, et il faut que je récupère mon temps. Mais j'arrête pas de donner mon temps, par-ci, par-là, à faire des choses pas importantes aussi, j'arrive pas à me focuser sur les choses importantes. Et donc on a vraiment travaillé sur donner de la valeur à son temps. Et on est allé rééquilibrer des croyances à ce niveau-là. Voilà, et du coup, son message, c'était, je voulais encore te remercier pour l'équilibration. J'ai passé une semaine surprenante, mon temps est vraiment ultra précieux. J'étais hyper occupée, mais à des choses que j'avais vraiment choisies et j'ai eu aucun mal à refuser ce qui ne m'apportait pas satisfaction parce que mon temps a une valeur inestimable. Yes, c'était une de nos équilibrations, ça. Et je vais du coup laisser la parole à Patricia pour quelques minutes. Je t'épingle, Patricia, et je te laisse la parole parce que toi, t'es formée en psyché, tu l'as utilisé pour toi. Donc, je vais te laisser nous dire un petit peu qu'est-ce que tu préfères dans la méthode psyché, comment tu l'utilises pour toi, etc. Merci Camille de me donner la parole et merci pour cette présentation extrêmement riche. Bonsoir à toutes. Je n'ai pas vu d'hommes, mais peut-être qu'il y en a. Bonsoir à toutes. Donc, moi, j'ai eu d'abord mes premières expériences de psyché avec Camille parce que j'ai fait son programme RISE et il lui arrive de proposer cet outil au travers des séances individuelles parce que c'est un outil qu'on pratique en séance individuelle uniquement parce qu'on a chacun nos croyances et chacun un subconscient différent. Et donc, je m'étais retrouvée, enfin, Camille m'avait transmis que rapidement, elle me trouvait très réceptive à ça et on avait de très beaux résultats, en fait, grâce aux équilibrations de Psyché. Et donc, je suis allée me former à l'atelier de base, donc le premier atelier qui permet de faire des équilibrations avec soi, pour soi. Et ça a été incroyable. Et puis après, j'étais tellement fascinée par cette méthode, j'avais aussi du temps et j'ai aussi beaucoup de curiosité et de capacité d'apprentissage que j'ai poursuivi tout le cursus en fait. Et maintenant, je suis facilitatrice en psyché. Euh, donc voilà, et j'adore faire ça. J'ai beaucoup d'enthousiasme à rencontrer les gens, à les accompagner avec ça. C'est absolument magnifique. Alors sur les expériences que j'ai vécues moi, bon, j'ai volontairement choisi des choses assez anecdotiques parce que c'est vrai que dans les séances que je facilite avec les gens qui me sollicitent, bon, il y a beaucoup de choses, comme l'a évoqué Camille, sur des choses qu'on retrouve souvent, la confiance en soi, le mériter, etc. Mais j'ai volontairement choisi des exemples un peu plus anecdotiques, mais qui sont tout aussi importants sur mes expériences à moi. Alors, il y en a une toute simple, pour que vous voyez peut-être comment ça peut aussi se manifester dans la vie, plutôt que c'est aussi, enfin, il y a les gros sujets, mais il y a aussi plein de petits sujets qui parfois empoisonnent la vie. Alors moi particulièrement, quand j'ai fait mes 2 premiers stages psyché, j'en ai fait 3 en tout pour le moment. Et entre les 2 premiers, j'étais allée voir mes parents parce qu'ils habitaient dans la région où se déroulait l'atelier. Et moi, je suis très agacée par mon père qui siffle. Pourtant, quand il siffle, c'est joyeux. Et quand il siffle, c'est qu'il est de bonne humeur. Mais je crois que ça traîne d'un truc parce qu'il a toujours sifflé tout le temps. Et moi, j'étais très sensible au bruit. Et quand on sortait, même si on était sur un quai de gare ou quoi, il sifflait. Et moi, enfant, j'avais honte. Et je pense qu'il y a un petit reste de ça. Et donc,
à chaque fois que je vais chez mes parents, je suis activée par ça. Donc évidemment, je ne vais pas lui demander d'arrêter de siffler. C'est un joyeux, deux, il a 80 ans, donc c'est OK. Voilà. J'ai équilibré Psyché avant d'arriver et j'ai plus jamais eu de problème avec les sifflements de papa. Maintenant même, je peux presque chercher quelle chanson il siffle. Tellement je suis plus activée et que c'est devenu complètement neutre en fait. Donc ça, c'est formidable. Il y a des situations comme ça qui se désamorcent et en fait, l'activation devient neutre. Ça, c'est très commun dans le Psyché. Une autre, alors on ne fait pas d'allégation de santé et d'allégation médicale avec Psyché, mais je vous la partage quand même parce qu'elle est juste énorme. Bon, j'ai suivi des traitements parce que j'ai traversé des choses difficiles et un cancer. Et mes ongles se sont un peu déformés, etc. Et j'ai eu des ongles incarnés aux pieds. Et pendant un des stages de Psyché, on nous proposait de faire des équilibrations avec nous pour nous entraîner. Et puis, ben, voilà, les instructeurs disent, ben, équilibrez sur vous. Puis moi, je savais pas quoi et tout ça. Puis je dis à l'instructeur, ben, tu crois que je peux équilibrer pour mon ongle incarné? Puis il me dit, mais tu peux pas, tu vas le faire. Comme ça, tu verras que Psyché, ça fonctionne et après, tu pourras plus jamais t'en séparer, tu le partageras au monde, etc. Alors moi, comme je ne crois que ce que je vois, j'avais les pouces de mes deux pieds, orteils, les pieds, mais les deux pouces qui étaient euh, abîmés, enfin qui n'allaient pas bien, qui étaient incarnés. Mais comme je ne crois que ce que je vois, j'ai équilibré que sur un. Donc j'ai fait les équilibrations moi-même, mais en tout le temps en signifiant mon orteil gauche. J'ai pas fait le droit. Et je souffrais vraiment, je ne pouvais même plus mettre la chaussette, le drap me gênait et là j'étais donc pas à la maison, donc je devais avoir des chaussures, c'était vraiment compliqué. J'avais une seule paire de chaussures que je pouvais mettre, c'était une paire de baskets et que j'avais acheté d'une taille supérieure. J'en étais là et depuis plus de 2 ans. Donc là, c'était dans une crise inflammatoire de l'ongle, au fin de la matrice. Le lendemain, il n'y avait plus d'inflammation. Et 3 jours après, mon ongle, il sortait de la peau autour. Donc, il était en train de se désincarner, moi de m'incarner sans doute encore plus à chaque fois, à chaque équilibration. Et mes ongles se sont désincarnés. Donc, rentrée à la maison, j'ai fait l'autre pied, parce que je me suis dit, bah, ça y est, ça marche, je continue. Donc voilà, ça c'est une histoire dingue. Bon, l'ongle incarné, ça a une grande signification dans le dictionnaire des maladies de Jacques Martel, si vous connaissez. Ça a un grand lien émotionnel avec la résistance au changement. Donc quand on va en atelier Psyché, il n'y a plus vraiment de résistance au changement, ou en tout cas, on est vraiment dans un mode de changement, quoi. Psyché, c'est un outil du changement, enfin, c'est l'outil du changement pour moi. Donc voilà pour moi. Ouais, un autre truc en début d'année, moi je sors très très peu. J'ai été beaucoup dans le figement fonctionnel, donc je me suis beaucoup enfermée chez moi ces 5, 10 dernières années, aussi à cause un peu de la maladie. Donc je ne sortais pas, et très très peu, voire pas du tout. Et puis j'étais la spécialiste de OK, j'y vais, un petit peu d'enthousiasme, et puis 2 heures avant le départ pour sortir, ah non, j'y vais pas. Ah non, 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 puis bon, il va y avoir du bruit, et puis faut que je me coiffe, faut que je m'habille, ceci, cela. Donc, j'y allais pas. Et j'ai fait ça au 31 décembre dernier, j'ai fait la même. À 30 minutes du truc, j'y suis pas allée. Puis en janvier, j'ai dit, ça suffit. Et là, je ne l'ai pas fait seule parce que je suis aussi accompagnée par des facilitatrices psyché, même si on est formé, parfois ça peut être utile de faire avec d'autres personnes parce qu'il y a un autre point de vue. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Et je lui dis, je veux plus ça. Et voilà, et on a équilibré des choses en lien avec ça. Donc c'était assez simple, c'était je suis le flot de la vie avec joie et enthousiasme. Parce que moi, je suis quelqu'un de joyeuse et d'enthousiasme, mais quand il s'agissait de sortir, hop, je m'effondrais en fait. Ça, c'est en lien avec le lien social et la difficulté de ça avec le figement. Et ça, c'est mes compréhensions grâce au programme Rise de Camille que je ne cesse de dire que c'est indispensable à suivre dans sa vie si on traverse ça, du figement ou toute autre régulation. Et je vous assure, mi-février, j'ai fait le point et je suis plus sortie en 45 jours qu'en une année l'année dernière. Mais sans me dire, faut que je remplisse mon agenda ou faut que je sorte. Non, j'ai tout d'un coup, mi-février, j'ai regardé derrière moi sur mon agenda, j'ai dit waouh! Et j'ai commencé à compter. J'étais sortie 15 fois. J'ai rejoint Camille à Lyon pour un séminaire, etc., etc. Pas peur de prendre la voiture. J'y allais gaiement. Et maintenant, j'accepte les invitations parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que je mettais de l'enjeu.
de l'enjeu de je vais être déçue ou pas déçue, est-ce que ça va être bien ou pas bien? Ouah, arrête ce big deal, vas-y, expérimente. Et en fait, c'est devenu facile, j'accepte sans réfléchir en fait, et ça se passe bien, et je suis rarement déçue, et puis c'est super léger en fait, ça apporte beaucoup de légèreté. J'ai accompagné récemment une personne qui avait des problèmes de sommeil, pas de sommeil, de réveil, pardon, de réveil. Et elle ne comprenait pas, une personne extrêmement courageuse, beaucoup d'activités professionnelles, très sérieuse, deux enfants, donc une maman très impliquée, etc. Pas du tout dépressive. Et malgré les heures de sommeil reposantes, elle n'arrivait pas à se lever le matin. Elle n'avait pas d'enthousiasme, alors qu'elle aimait sa vie et qu'elle est heureuse. On est allé équilibrer ça. Et pendant l'équilibration, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que pendant les équilibrations, souvent, quelque chose émerge du subconscient, une image, une pensée, un souvenir, et ça va être un outil, de la matière pour équilibrer la suite, parce que finalement, ça va être là le nœud ou la source de l'empêchement. Et elle est revenue à sa conscience pendant l'équilibration, une mémoire de violence familiale au réveil. Comment elle pouvait avoir envie de sortir de son lit le matin, même si elle est une mère dévouée pour ses enfants et pour son travail, si elle a une mémoire dans son corps, dans son subconscient, d'un souvenir d'une violence où elle a eu peur pour la vie de sa mère et de sa sœur un matin. Et on a défait, délié ce souvenir, ce stress, parce que c'était stressant, elle me le disait en larmes. On a dénoué ça, on a équilibré ça. Elle, elle m'a, dès le lendemain matin, elle m'a dit, je me réveille joyeusement. Et ça dure, et ça reste. C'est hyper puissant. Camille m'a demandé ce que je lui ai demandé, enfin, voilà, est-ce qu'il y a une question particulière pour ce petit passage ici? Et elle m'a demandé qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette méthode et pourquoi tout le monde devrait l'avoir dans sa boîte à outils. Et je vous assure que j'ai souri quand il y avait la slide parce que je ne l'avais pas vue avant de préparer, entre guillemets, ma réponse à cette question. Mais ce que j'aime avant tout le plus dans Psyché, c'est cette fameuse question, tu veux quoi à la place? Elle a aussi changé ma vie. Bon, Camille et moi, on se ressemble pas mal. Moi aussi, j'étais quelqu'un qui regardait beaucoup le verre à moitié vide, disons, que le verre à moitié plein, pour le dire plus simplement. Et en fait, rien que se positionner dans son cheminement personnel, à travers une équilibration ou pas, juste cheminer dans la vie, faire ses explorations personnelles avec cette question, tu veux quoi à la place? Moi, ça a changé ma vie. Alors, les équilibrations, c'est sûr, parce que c'est la clé de la résolution, mais en tout cas, la clé du questionnement, elle est là. Tu veux quoi à la place? Donc, pour moi, c'est hyper précieux. Et puis, c'est déjà un pas vers l'affirmation de vraiment ce qu'on veut, quoi. Et parfois, moi, je vois que ça, c'est tellement puissant, je vais le partager aussi ici, et après, je vais terminer, mais ce qui est super puissant dans cette phrase, que moi, je suis tellement, vraiment pour moi, Psyché, c'est très, très fort. Et plein de fois, même en séance avec d'autres facilitateurs ou dans les ateliers que je suivais et que je suis encore, j'ai pas besoin d'équilibrer, parfois juste d'être entrée en contact avec ce que je veux vraiment dans cette affirmation et dans ces séances où on est déjà très énergétiquement aligné à Psyché, avec l'énergie de Psyché, parce que ça a une énergie, ces process ont une énergie. C'est un outil qui a une énergie extrêmement puissante. Et en fait, rien que de me mettre en situation de ça, d'avoir verbalisé, conscientiser d'abord, puis verbaliser ce que je veux à la place et ce que je veux vraiment, eh bien, il m'arrive, et les facilitatrices qui me facilitent en atelier, elles sont là, mais tu bailles déjà. Et en fait, ça se voit, je baille déjà, je suis en process. Et quand on teste avec le test musculaire, finalement, c'est déjà intégré parce que le job, il a déjà été fait. C'est absolument incroyable. Donc, merci Camille et merci Psyché. Merci Rob et merci tous ceux qui le partagent. Merci Patricia. Ouais, merci infiniment. Pour ton partage. Super, super puissant. Merci. Je vais terminer avec vous, du coup. Donc, je termine juste ici. Voilà, je vais passer rapidement là-dessus, mais c'était juste pour donner une petite idée de comment je l'utilise aussi. Je le trouve intéressant. Je vais juste aller sur ce point, je crois.
Je la trouve intéressante, la méthode Psyché, c'est ce que tu disais, Patricia. Tiens, déjà, je suis déjà dans le processus et ça se fait tout seul. Et parfois, dans le travail de guérison, c'est exactement l'inverse. Il y a tellement des croyances de ça va être difficile, ça va se faire dans la souffrance, ou des croyances comme je vais pas y arriver, ou je mérite pas d'aller bien, ou ça marche pour les autres et ça marche pas pour moi. Il peut y avoir toutes ces croyances-là hein, quand on arrive pour faire un travail de guérison, que ces croyances-là, elles peuvent nous empêcher de commencer le travail. Et donc pour moi, euh, c'est super précieux et super puissant, ça, de déjà aller équilibrer toutes ces croyances-là dès le départ. Est-ce que il y a des parts de toi qui croient que tu vas pas y arriver? Est-ce que tout ton être est convaincu que tu peux guérir? Souvent, la réponse, elle est non. Ou consciemment, la réponse, elle est oui, mais quand on vient tester des croyances, on se rend compte que le subconscient, il n'est pas d'accord sur plein de trucs. Et du coup, c'est superbe de pouvoir aller équilibrer des croyances qui sont au service de ce chemin, qui sont au service du changement, qui sont au service de la guérison. Donc même juste sur le fait de se mettre en chemin, Psyché est super précieux et peut vraiment, vraiment aider. Donc voilà, moi, je fais ce travail-là, je le disais pas au quotidien, mais absolument toutes les semaines, quand j'ai des gros morceaux à travailler, je vais vraiment, ou que je sens qu'il y a une activation, il y a quelque chose qui me bloque, je vais ressentir dans le corps qu'est-ce qui est là. Et c'est intéressant d'observer les pensées, tiens, qu'est-ce que je me répète en boucle? Et puis je me dis tout de suite, j'arrive avec cette question, ok, maintenant j'ai pris le temps de sentir tout ça, qu'est-ce que je veux à la place? Et si je sens que voilà, ça vient, tac, je fais les équilibrations. S'il y a des résistances, qu'il y a des bénéfices secondaires, qu'il y a des résistances, là, moi, j'aime bien aller voir les parts de moi, puis voir un peu ce qui résiste, et puis faire les équilibrations après. Donc tout ça, c'est complètement intégré. Je voulais, euh, je voulais partager ça aussi. Voilà, donc vous avez la méthode Psyché. J'ai fait cette présentation ce soir parce que moi, je vais être à Turin en mai pour l'atelier de base. Ça sera l'unique fois où je vais être assistante sur une formation. C'est pas dans mon ambition d'être formatrice psyché, mais je serai à Turin pour une convention en mai. Et ma formatrice, donc Irène, que Patricia connaît aussi, Irène Ménis, habite près de Turin. Et donc je me suis dit, non mais en fait c'est juste un signe, il faut absolument qu'on organise une session de formation. Et du coup, il y aura cette session de formation qui sera du 27 au 29 mai. J'adore, j'ai même pas mis la date sur la slide. Du 27 au 29 mai, à Turin, en plein centre de Turin. Voilà, donc l'équipe, c'est Irène Ménis. La formation, elle sera en français et en anglais, bilingue. Voilà, et c'est 3 jours. Et comme disait Patricia, ça vous permet de faire toutes les équilibrations avec sur vous, en fait. Ok, donc tous les tests musculaires et tout en autotest. D'accord? On voit 2 équilibrations principales dans l'atelier de base. Avec ces deux-là, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout équilibrer. Et les croyances et les situations de stress. Donc les situations de stress, c'est en gros les traumas, les situations qui ont été traumatiques. Patricia, elle disait, l'activation devient neutre. C'est exactement ce qu'on a le pouvoir de faire avec les équilibrations en psyché, c'est même aller équilibrer un souvenir pour que ça nous active plus dans le présent. On va s'en souvenir, mais il n'y a plus d'activation, pardon, dans le moment. Ok? Des sessions de formation, il n'y a pas que celle-là hein, qui existe. Ok? Celle-là, elle est à Turin en mai, et je vous en parle parce que j'y serai et je serai ravie de partager ce moment avec vous. Il y en a d'autres, je vais vous envoyer le replay par mail et je vous enverrai les liens avec les autres sessions de formation d'Irène. Je lui envoie très très souvent des gens, je lui ai envoyé plein de gens depuis un an maintenant. Voilà, vous pouvez, si vous voulez, tester la méthode, aller faire une séance pour vous, bien sûr. Patricia, elle donne des séances, donc je mettrai aussi son lien dans le mail avec le replay. Ok, si vous voulez faire une séance avant voilà, pour tester. Ok. Moi, la méthode Psyché, c'est très bizarre. Je suis allée faire la formation sans avoir jamais fait de séance. C'était une personne que je suivais sur les réseaux sociaux qui en parlait. Et je sais pas, j'ai été appelée par cette méthode. Il y a plein de choses comme ça que j'ai fait dans ma vie que je ne m'explique pas. Ou juste je me sentais appelée, j'y suis allée. Et juste j'y suis allée. Ok. Mais je comprends absolument qu'on veuille faire une séance test, que vous vouliez tester sur vous aussi que ça marche.
Donc c'est super intéressant de faire une séance. Ok. Voilà, ce qui est inclus dans la formation. Vous recevez une copie des fiches officielles complètes, donc vous recevez en gros un workbook en anglais ou en français. Vous choisissez, vous me direz la langue que vous voulez, on vous prévoira le matériel dans la langue que vous voulez. Vous recevez le diplôme de facilitateur psyché qui est valable au niveau international. C'est un organisme international, Psyché. Vous pouvez participer au groupe Facebook, donc ça c'est le groupe Facebook international aussi de tous les facilitateurs. Vous avez un groupe WhatsApp animé par Irène et vous pouvez continuer à lui poser vos questions après l'atelier. Et ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle organise un webinaire, normalement un mois après l'atelier, où vous pouvez faire des retours, voilà, de j'ai testé telle équilibration, j'ai testé ci, ça testé faible au test musculaire, pourquoi j'ai essayé ça, j'ai pas eu la permission, voilà. Tout ce qui peut émerger dans votre pratique, vous pouvez continuer à poser des questions et être soutenu et accompagné. Voilà pour ça. Ok. Est-ce que ça peut se faire avec des enfants? Alors, euh, tu, tu peux faire avec des enfants s'ils sont assez grands pour faire le test musculaire, parce que ça, vous l'apprendrez aussi avec le bras. Donc, je dirais, je sais pas moi, à partir de 5 6 ans, Patricia, je dirais quelque chose comme ça, où le test musculaire, on va pouvoir le faire avec le bras. Pour des enfants tout petits, ça sera le niveau 2 où on apprend la surrogation, donc on apprend à pouvoir faire une équilibration pour quelqu'un d'autre. Donc après, on peut le faire pour un animal de compagnie, on peut le faire pour un enfant, on peut le faire pour un ami cher, on peut le faire... Voilà. Est-ce qu'on peut l'utiliser même en mode figement? Oui, ça peut t'aider à sortir justement de ce mode figement. Ouais. Ça serait intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce figement. Est-ce qu'il y a des dangers à travailler son subconscient? J'ai entendu qu'il pouvait y avoir des dangers en hypnose. Ouais. Alors, c'est pas du tout comparable avec l'hypnose, là, ce qu'on fait en psyché, parce que encore une fois, c'est pas quelqu'un qui fait quelque chose sur toi, là, en psyché. C'est vraiment toi qui es dans ton équilibration, et elles sont très courtes, hein, les équilibrations. Et c'est pour ça qu'on refait le test à la fin pour, euh, pour bien tester que le changement s'est fait, parce que vraiment, on peut être sceptique au niveau conscience. Ça se fait en 5 minutes, quoi, le changement. C'est vraiment très rapide. Donc, c'est pas comparable. Et il n'y a pas de danger. Pourquoi? Parce qu'il y a cette deuxième étape de la méthode Psyché où on demande toujours la permission du subconscient. Est-ce que dans ce moment-là, pour toi, c'est dans ton meilleur intérêt de venir opérer ce changement? Si la réponse, elle est non, on va pas plus loin. De toute façon, le subconscient, il nous permettra pas d'aller plus loin. Comment se manifestent les éventuelles résistances pendant une séance? C'est une question intéressante, ça. Comment se manifestent les éventuelles résistances? Ça peut être une difficulté à répondre à la question, justement. Qu'est-ce que tu veux à la place? Ok, bah je me sens bloquée, j'ai comme un grand vide. Ça pourrait être ça. Euh, Ça pourrait être des sensations dans le corps. Ça pourrait être que tu t'ennuies pendant la séance. L'ennui, c'est une façon super élégante de notre système de dire j'ai pas envie d'être là maintenant. Ça pourrait se manifester de plein de façons. Tu peux avoir envie de soudainement de manger du chocolat. Toute forme de résistance, comme quand tu expérimentes de la résistance quand tu fais le travail sur toi, vraiment de la même façon. Ou ça teste faible au test musculaire et on peut pas avancer dans le processus. Et là, il nous faut aller voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aller débloquer avant ça. Du coup, Nawal, tu posais cette question. Donc, si le subconscient dit non, qu'est-ce que ça veut dire? La seule chose que ça veut dire, c'est ce qu'on demande, c'est-à-dire que dans ce moment-là, c'est pas dans ton meilleur intérêt. Ça veut pas dire que demain, ce sera pas dans ton meilleur intérêt. C'est vraiment dans ce moment-là qu'il y a un lien avec l'IFS, avec les parts. Absolument. J'adore ce lien. Le lien avec les parts, pour moi, c'est que qu'est-ce qui se passe dans le trauma? C'est qu'il y a fragmentation et du coup, il y a ces parts de nous qui commencent à porter des fardeaux. Ces fardeaux, ça peut être des croyances. Je ne mérite pas, je vais pas y arriver, etc. Les parts de nous, elles ont des croyances. Et moi, ma pratique personnelle de psyché, elle est d'une efficacité exceptionnelle parce que je demande toujours à mes parts protectrices si je peux faire les équilibrations. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, du coup, j'ai vraiment l'autorisation de tout mon être, de tout mon subconscient, à aller faire l'équilibration. C'est génial.
Si vous êtes thérapeute en IFS, allez faire psyché. Parce que vous pouvez aller à l'intérieur de vous, ou inviter la personne à aller à l'intérieur d'elle, interroger les parts, et interroger, elles ont quelles croyances ces parts-là? Qu'est-ce qu'elles ont absorbé? C'est quoi leurs croyances? Et aller équilibrer ça. Et du coup, on est beaucoup plus rapide, quoi. C'est génial. Pour moi, c'est un accélérateur aussi, psyché. Merci infiniment, merci beaucoup.